Pas mal de news cette semaine. Renault Austral, un des plus gros faiseurs en termes de volumétrie. Rien que le nom, t'es déjà ailleurs. Tu vois, c'est tellement exotique. Chez Renault, classement intéressant, combien gagnent les meilleurs constructeurs par voiture, combien gagne Ferrari par voiture, combien gagne Audi par voiture, combien gagne Mercedes par voiture. Également les droits de douane et leur impact, et finalement même la difficulté aux États-Unis. Ça va nous faire tous réfléchir. Hein. Ouais. Exactement, tout un tas de petites news et on ira... Une nouvelle Corvette aussi. Ouais, et restez jusqu'à la fin parce que là on est chez Vodif. Aujourd'hui il y a du lourd, il y a de la McLaren, il y a de la Ferrari, en veux-tu, en voilà. On ira en choisir une et vous faire découvrir tout ça en fin de vidéo. À tout on de suite. s'abonne, petit commentaire de soutien. Depuis le magasin de jouets de chez Vodif, actu principale de la semaine, c'est pas non pas une Mercedes ou une Ferrari ou une Aston Martin, c'est quelque chose de plus terre à terre. C'est le Renault Austral qui vient de subir son restylage de mi-vie. Très vite, hein. Ouais, et alors, deux particularités, c'est qu'un, on a eu coup sur coup la Renault Espace qui a eu encore plus vite un restylage, la Renault Austral qui respecte les identités de marque apportées par le nouveau designer, enfin nouveau, ça fait quelques années maintenant, Gilles Vidal. Et de deux. Il y a une harmonie de gamme avec le Rafale où tout le monde a le même regard jusqu'à quasiment la Clio actuelle qui va être qui se renouvelle à la fin de l'année. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai qu'ils arrivent très vite, plus vite qu'à l'accoutumée. De deux, ils ont été présentés ce qu'on appelle en digital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de world première en général où nous on va pour découvrir la nouveauté. Pour une raison, c'est qu'ils ont une flopée en fait de nouveautés telles Renault, que c'est Renault, comme Audi il y a 10 ans. Ça n'arrête pas. Renault Austral, qu'est-ce que ça représente en termes de vente pour qu'on ait tous un rapport? C'est la 13e meilleure vente de voitures françaises sur le territoire. C'était la même chose en 2024 et en 2023. En 2024, elle a légèrement baissé par rapport en 2023. Elle a fait moins 12,5% d'immatriculation. Mais sauf qu'entre-temps, tu as l'Espace qui est arrivé, tu as le Rafale qui est arrivé. Donc, mine de rien, c'est plutôt une très bonne vente pour le groupe Renault. Et n'oublions pas qu'il avait démarré très fort et que ça a été un outil de reconquête et ça a été justement une des armes de la Renaulution. Donc, c'est un enjeu important pour le groupe. Qu'est-ce qui change? Vous avez les images qui apparaissent. Très honnêtement, c'est assez simple. C'est un peu la même recette qu'on a vue sur le Renault Espace il y a une semaine ou deux, il me semble. Nouveau capot, nouvelle calandre, nouveau bouclier, nouveaux optiques, nouvelle signature lumineuse. Ça, c'est pour la partie avant. Elle prend l'identité de marque chère à Gilles Vidal. Vous avez deux nouvelles teintes aux nuanciers de couleurs de la gamme. Vous avez un bleu outre-mer et un bleu nacré satin. L'offre Biton avec pavillon noir. Ils travaillent leur coloris. C'est pas uniquement on change de couleur pour changer de couleur comme certains le font. Ouais. Là, il y a une recherche couleur et matière qui est... Vraiment, il y a un boulot. C'est pas un truc fait à la va-vite. Hein. Mon opinion, c'est que c'est bien qu'il change, mais tu regardais l'ancien, je trouvais pas qu'il avait pris un coup de vieux. Je le trouvais pas... Alors, il l'aurait continué encore, ça ne me choquait pas. J'ai la même chose sur l'Espace. Ouais, mais tant mieux, c'est le propre des marques puissantes. Audi faisait ça avec... ça a fait le succès des marques allemandes. Quand tu es au top, tu rechanges. Et si justement tu attends, tu as le temps de vieillir. Là, tu n'as jamais le temps. Donc, tu es sur un rythme considérable et une dynamique qui te porte constamment. Et si tu tiens ce rythme-là, tu passes à chaque fois C'est comme on vous le dit assez souvent, ce qui est un peu... Prenons du recul, l'automobile, c'est des cycles. Donc là, Renault est en haut de cycle, donc on en fait des caisses parce que Renault est en haut de cycle. Mais en fait, toutes les marques sont à un moment donné en haut de cycle. Un bas de cycle, en haut de cycle, en bas de cycle. La difficulté, en fait, c'est pas d'atteindre le premier haut de cycle, même si c'est déjà dur, c'est surtout de le faire perdurer et de faire que le deuxième cycle ne soit pas un bas de cycle, mais encore un haut de cycle. Et c'est là où Renault, pour le moment, on va voir ce que ça donne, mais semble renouveler de façon assez active pour essayer de chercher ce deuxième haut de cycle. C'est intéressant historiquement quand tu regardes, par exemple, le groupe Volkswagen. Le gros démarrage du groupe, c'est notamment Audi en 95. Ouais. Où là, ça démarre. Où ce qu'on vient de vous expliquer, c'est avec des renouvellements cadencés de manière extrême, ça a tenu quasiment jusqu'au Dieselgate, en fait. Il a fallu cet accident de Dieselgate pour que ce rythme-là ait été atteint et endommagé. Mais normalement, si tu tiens bien tes lignes avec tes marges et ta croissance, tu peux le tenir presque indéfiniment. Qu'est-ce qui change? À l'arrière, la forme des feux a été revue. Ils sont plus fins, plus discrets. Ça ressemble à ce qu'on avait déjà vu sur le Renault Espace. À l'intérieur, les changements sont faibles. Tu as les sièges qui ont été revus pour un meilleur maintien latéral et un meilleur maintien aux épaules. Tu as aussi ce qu'ils avaient mis dans le petit radar reconnaissance du conducteur dans le vidéo où en fait ça va te régler
ton siège tel qu'il était selon toi. Si moi, je viens et je mémorise et que toi, tu viens après, il va te reconnaître et il va te mettre le siège tel que tu le voulais. Il va te mettre le bon programme de radio. L'insonorisation était aussi retravaillée avec des nouveaux joints de porte et tu as un vitrage feuilleté sur la finition la plus haut de gamme, donc qui est la finition Esprit Alpine. Des nouveaux amortisseurs pour plus de confort. Ça, honnêtement, c'est une présentation digitale. Donc on n'a pas essayé de la tester pour vous le dire, mais a priori... Non, mais c'est le cas de toute façon. Il y a de nouveaux amortisseurs. 3 finitions. Ouais. Donc on simplifie la gamme. En fait, ils ont regardé ce qui se vendait le plus. Ce qui se vend le plus, c'est motorisation 200 chevaux. Donc on arrête le reste. Oui. 130 chevaux d'entrée de gamme, au revoir. Non, le mild hybride 160 chevaux reste. Tu n'as plus que 2 motorisations. Tu as un 160 chevaux hybridation légère et un full hybride 200 chevaux. Et 200 chevaux. Mais le mix 200 chevaux, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et puis on va garder une entrée de gamme avec c'est l'évolution, je crois. Non, c'est évolution, techno et alpine. Voilà. Et alors, certains se diront, si on se focus sur les prix, aujourd'hui, ça démarre désormais à 41 800 € au lieu de 36 600 €. Mais c'était le 130 chevaux. Donc en fait, tu gagnes quand même beaucoup de puissance. Aujourd'hui, pour plus de précision, plus les équipements que tu viens d'énoncer. Tu as 2 motorisations. Tu as le mild hybride 160 chevaux et tu as le full hybride 200 chevaux. Celui à 41 800 €, c'est celui de 200 chevaux. Alors qu'avant, c'était un 130 chevaux. Donc on a monté de 2 motorisations. On a grave upgradé. Si on regarde les prix avant, le full hybride 200 chevaux, il était à 41 300 €. Donc il a monté en prix de 500 €. Et d'ailleurs, ça nous permet de parler des prix du Renault Espace. Le Renault Espace aussi, les prix n'avaient pas été communiqués à l'époque, ils ont été communiqués là. Il est disponible, lui, qu'en full hybride 200 chevaux. Il démarre à 45 000 €, c'est 500 € de moins que la version précédente. On reste sur des nouveautés intéressantes. Cadillac, General Motors, vient de travailler un concept car 100% électrique qui va, à mon avis, faire frémir pas mal de monde, notamment aux États-Unis. Regardez-le. C'est fuselé. Il y a un hommage qui est rendu à la fameuse Stingray de 63, notamment avec ses split windows, tu sais, ces portières qui s'ouvrent comme ça. C'est de toute beauté. Elle est née dans le centre de design anglais de Birmingham, dans le centre de design avancé. Elle a des jantes à 3 branches qui en fait en ont 9. Vous verrez qui en fait on en a. Cette formule peut paraître étrange, mais quand vous payez 6 000 €, mais en fait t'en toucheras que 2 000. Mais lorsque vous regarderez les jantes, vous comprendrez beaucoup mieux ce que je veux vous dire. Bref, on ne connaît pas la puissance, on ne connaît pas ses performances. Il s'agit d'un concept, mais pour General Motors, c'est une inclination vers des années qui deviennent 100% électriques, même chez Corvette. Et qui font abstraction puisque le programme en fait a été déclenché avant même, on y reviendra, l'enjeu des droits de douane. Mais voilà, c'est pour vous dire que même le marché nord-américain réfléchit évidemment à du 100% électrique. Ils ont quand même travaillé l'effet de sol puisqu'il y aura un ventilateur pour ventouser la voiture par terre. D'accord. Donc ça c'est quand même aussi intéressant technologiquement parlant. J'enchaîne. Classement des constructeurs qui gagnent le plus d'argent par voiture vendue en 2024. Qui a gagné le plus d'argent par voiture vendue en 2024, selon toi? Je vais faire par élimination. Je ne pense plus que ce soit Porsche. D'accord. Les Allemands, j'aurais tendance à les écarter. Mon hésitation, ce serait entre Toyota, peut-être les Coréens et peut-être le groupe Renault. Alors, du tout. Bon, j'ai pas vu, ok. T'as Ferrari, numéro 1. Ah oui, non, mais ok. Mais même Renault, tu vois, ton classement... Alors, Ferrari, numéro 1, avec 137 000 € par voiture gagnée en 2024. C'est une progression parce que c'était à 118 000 € par rapport à 2023. Donc, c'est quasiment plus 20 000 € de plus, donc quasiment plus 15% de plus. Donc, le classement est fait par constructeur. Par constructeur, mais le prix dégagé par voiture? Exactement. Combien tu gagnes? Moi, je raisonnais en marge nette, mais en résultat net. Mais non, c'est combien tu gagnes par voiture. Parce que c'est bizarre comme truc. C'est la news qui est sortie. Je lui demande de répondre à une question, il me répond maintenant la question ne m'arrange pas, moi je te fais le classement. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux vendre un produit en disant j'ai gagné 130. C'est la marge nette qui compte. On va continuer quand même, si tu le permets. Porsche ont gagné 18 000 € par voiture vendue. Moi, je trouve pas ça si bizarre que ça. Et tu peux vendre qu'un produit en disant j'ai dégagé tant, mais ça ne veut pas dire que tu sois riche. En 2023, ils gagnaient 23 000 € par voiture. Donc là, plus 18 000. Ça fait quand même une forte baisse. Le troisième, c'est Mercedes avec 5 700 € par voiture. Contre 7 900 € en 2023. Prenons un peu de recul.
Mercedes qui doit avoir des prix moyens de commercialisation autour, à mon avis, j'en ai aucune idée, là, je suis doigt mouillé, les 60, un peu moins, peut-être 60, 70, 60, 70 000 euros. Tu te rends compte, sur 60 000 euros que tu vends, tu es un constructeur premium, et en plus, tu es un des plus performants, ta marge est moins de 10%. Donc nous, arrêtons pas de dire que les voitures sont trop chères, à juste titre, mais en fait, tu as tellement de réglementations, tu as tellement de choses qui sont venues que même les constructeurs, ils vendent des voitures beaucoup plus chères qu'avant, en gagnant pas forcément leur vie. Énormément d'argent avec. Le quatrième, c'est BMW, 4 700 euros contre 7 200 euros en 2023. Donc là, on a Tesla ou pas? Oui, je l'ai, je te le dis après. T'es pas loin d'être divisé par deux. Tu es à moins 60 ou moins 70% à la louche. Tesla, que tu as appelé 3 800 euros contre 4 400 euros en 2023. Ouais, donc ça commence à... Ensuite... Mais avec un panier moyen qui était de l'ordre de... Ah oui, qui doit être beaucoup plus bas, qui doit être à 40, 45. C'est pour ça que la marge nette, elle est mieux, parce que c'est... Oui, mais c'était pas le but de mon classement à ce moment-là. Alors, fais ton classement si tu veux, mais oui, mais c'est pas un reflet... Là, je vais vous parler, pas des mieux disants, des moins bien disants. Ceux qui perdent le plus d'argent, c'est Lucide, qui perd 283 000 euros par voiture vendue. Donc là, tu as envie de dire, les mecs, arrêtez d'en vendre. Mais non, parce qu'en fait, les usines sont là, donc il faut les amortir, donc il faut vendre. Rivian ou Rivian, je ne sais pas comment on le dit, perd 87 000 euros par voiture. BYD n'est pas dans le... On n'a pas la Chine, pas dans le classement. J'ai les 5 meilleurs et les 3 pires. Okay. Et les 3 pires, le dernier, c'est Aston Martin, qui perdrait 18 000 euros par voiture. Ok. Bon, bah, c'est d'excellentes nouvelles. On enchaîne, cool chaîne. Chose amusante. La nouvelle Peugeot 208 qu'on attend, probablement présentée avant la fin de l'année, inaugurera une direction, tu sais, totalement électrique. C'est-à-dire sans colonne de direction. By wire, là, je sais voilà, pas exactement, un peu comme un Airbus ou certains Boeing. Elle va s'associer en fait à une filiale de Toyota qui s'appelle Gitect, qui est en plus présent en France, sur 2 sites, à Chevigny, en Côte d'Or, et à Irigny, dans le Rhône. Et c'est un bienfait pour eux parce qu'ils produisaient un nombre de pièces qui totalisait 4,5 millions d'unités. C'était descendu à 3 millions d'unités. Il y avait une centaine d'emplois qui étaient, hélas... et la 208, c'est un gros volume maker. Et 208 arrive, et là, ils se disent, bon, bah cool, ça va pouvoir un peu soutenir notre activité. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir une direction by-wire, dépourvue, encore une fois, de colonnes physiques? Eh bien, tout simplement pour avoir des volants carrés. Donc esthétiquement, c'est chouette. Pourquoi? Parce qu'un volant rond, bah, tu tournes, et là, avec une direction électrique, tu n'auras qu'un tour de butée à butée. Donc c'est nickel. Ce qui est rare sur une entrée de gamme. Ah ben, ce qui est rare sur une entrée de gamme, et sur une petite voiture. La dernière fois qu'on a entendu parler, c'était Lexus qui était très content, qui sont des voitures assez chères, qui étaient très contents de leur rénovation. Voilà. Et là, ça vient sur une 208, alors, je vous entends déjà dire, mais alors, ça n'est qu'esthétique, ouais, super. Non, ça n'est pas qu'esthétique. Parce que pour les ADAS, c'est aussi formidable, justement, d'avoir un lien électrique où tu peux mettre la quantité de capteurs que tu veux, tu peux reprendre la main, et pour développer la voiture qui se conduira sans les mains, sans les pieds, sans les yeux, c'est... Sans personne dedans. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, d'autres, on les entend d'ici en disant, mais attends, s'il n'y a plus de colonne physique, si tout à coup il y a une panne électrique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme sur un avion. Tout est redondant. Tu prends un parachute et tu sautes. Donc les composants sont doublés, voire triplés, pour éviter les pannes. Voilà. Donc Peugeot 208, bien il faudra évidemment regarder tout ça parce que c'est l'entrée en vigueur du fameux, enfin l'entrée en vigueur, en tout cas la naissance du fameux volant carré, carré coin rond. Vous regarderez tout ça, qui à mon avis va être une étape aussi historique dans le design et une étape historique en matière de technologie. On vient de le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses? Nouvelle Hyundai Ioniq 6 restylée, commercialisée en 2021. Ah, c'est bien, moi j'avais pas entendu parler de ça. À son lancement, elle a un design, on avait essayé sur la chaîne d'ailleurs, ça vous avait plutôt plu. Elle est déjà un design assez élancé en forme de goutte d'eau pour avoir un CX de dingue. Elle est encore plus élancée avec les feux qui passent sur le bouclier, donc ils sont un peu rabaissés, et une ligne de LED dont les images vont apparaître. L'intérieur a été revu avec une amélioration, selon eux, de la qualité de finition. Très honnêtement, c'est que des photos, donc c'est difficile de s'en rendre compte. On n'a pas d'infos s'il y a des nouvelles motorisations, on n'a pas d'infos sur les prix. Donc, fort à parier
que rien n'a changé niveau batterie, niveau autonomie peut-être. Hein. Les Jaguars de CX, et encore, je pense qu'ils en auraient parlé. Donc c'est qu'un restylage de façade, mais qui est plutôt bienvenu. Hein. Ouais, tant mieux. Les Coréens travaillent aussi. Tu vois, tu sens que ça bosse. Il y aura une version N-Line. Donc N-Line, c'est l'équivalent de ce que je peux voir à côté d'une AMG Line. Donc c'est une version un peu plus sportive. Et tu auras une version encore plus sportive, parce que là, c'est sportive que par l'habillage, mais aussi dans la motorisation, où a priori, on voit sur les photos une déclinaison N. Donc N, c'est le département sport de Hyundai. Donc comme ils la mettent un peu cachée sans vraiment en parler, tout le monde dit qu'elle va sortir. Arrivera, ouais. Et donc du coup, la probabilité qu'elle arrive est très très forte. Les droits de douane, tout le monde en entend parler. Quels sont les effets, y compris pour notre industrie, l'industrie européenne? L'idée, je vais essayer de faire court, voilà, on impose à plus de 25%. Très bien. En plus des 2,5% voilà, qui étaient déjà là. Qui étaient déjà là, et tout produit étranger, plus 25%. Alors, aux USA, ça pose déjà des difficultés. Pourquoi? Parce que l'industrie américaine s'est aperçue soudainement que ces produits qui étaient assemblés sur son sol, et même de nationalité américaine, contenaient en moyenne entre 45 et 75% de composants étrangers. Donc du coup, ils vont se mettre des droits de douane sur leurs propres produits. Donc, et l'exemple typique, c'est un best-seller là-bas, c'est le fameux Ford F-150. Oui. Tu sais, c'est ce pick-up qu'on a tous en tête, qui est très cinématographique. Eh bien, 45% de ces composants proviennent, y compris de Roumanie. Ok. Donc c'est quand même délicat. Donc le prix du Ford F-150 augmenterait si tu suis la logique des droits de douane. Exactement. Et tu parlais de Kia, eh bien le V6 construit aux États-Unis, lui est très très américain. Il a 80% de composants nord-américains. Il a quand même 20%, il se prendra des droits de douane. Oui, mais il échappe justement au problème. Ah, parce que quand tu es au-dessus d'un certain pourcentage, ça peut avoir donc le Ford F-150, lui, est impacté, le Kia V6 ne l'est pas. Alors que c'est pas une marque américaine. Oui, c'est assez drôle. Okay. Drôle, j'ai passé le bon, mais c'est curieux. Certains de dire, par exemple, si on tient compte des injecteurs. Oui. Donc les injecteurs sont composés de différents éléments qui eux-mêmes proviennent de sous-fournisseurs, de sous-fournisseurs, de sous-fournisseurs. Certains observateurs ont dit, vous savez combien de fois passent les frontières certains composants d'une voiture? 7 fois. Ah, ça fait jusqu'à 7 fois. Certains disent même, on a compté, il y a un mec qui a dit jusqu'à 12 fois sur certains composants. Okay. Donc une tannée totale. Bref, l'impact est forcément considérable. Il est considérable, on l'a vu pour Ford, qui commence à trembler. Il est considérable, évidemment, aussi pour l'industrie européenne. Volkswagen est largement impacté. Mercedes, BMW, qui, eux, ont des usines de production en Amérique du Nord et qui se disent comment on va faire. Toyota, Lexus. Lexus, qui est une marque japonaise, mais qui fait son succès aux États-Unis. L'Allemagne, elle serait exposée à plus de 25 milliards de chiffre d'affaires. Eux ont commencé à dire, attention, on va voir ce qui va se passer. Stellantis, le groupe Stellantis, lui vient de mettre en pause ses usines canadiennes et mexicaines en disant on ne sait pas trop comment ça va se passer, on arrête. Et je crois que, je ne sais pas si j'ai pas vu une news, reprenez-moi dans les commentaires si j'ai dit une bêtise, mais je crois que j'ai vu qu'Audi, dans les constructeurs premium, tu as BMW et Mercedes qui ont des usines aux États-Unis. On allait y venir. Et le seul qui en a pas, c'est Audi. Et je crois qu'Audi a suspendu ses ventes temporairement aux États-Unis, non? Exactement. Simplement pour vous donner une illustration. L'Allemagne, on en a souvent parlé ici, et même le groupe Volkswagen, un tiers de son résultat et de ses ventes, et tout ça, c'était en Chine. La Chine, ils sont en train de se faire sortir. Un tiers, c'est l'Europe, un tiers, c'est les États-Unis. Si tu pilotes un groupe et donc tu avais 3 gros clients, il ne te reste plus qu'un, l'Europe. Voilà, on a tous compris ce qui allait se passer. Un cabinet nord-américain... Sachant que même si Volkswagen n'est pas français, c'est notre champion européen. Donc, en forme de chauvinisme, si t'es l'Europe, on est pour que notre champion européen se porte bien aussi. Voilà, et par capillarité, il faut bien comprendre que ces groupes-là sont des gros acheteurs de sous-traitance. Valeo, Faurecia, comment il s'appelle l'ancien Faurecia, qui a un nouveau nom, vous nous dire en commentaire. Ouais, mais si tu te mets justement à moins acheter à ces groupes, évidemment, vont eux aussi se réduire. Exactement. Et les prix vont aussi réduire, parce que tu as des gains de prix si tu achètes des énormes volumes. Bref, vous imaginez, les réactions en chaîne. Un cabinet nord-américain vient simplement sur le marché du neuf nord-américain, dit que les hausses, répercussions de prix en Amérique du Nord, en tout cas aux États-Unis,
iront de 2500 à plus de 10 000 $. Immédiatement. Normalement, puisque ça a commencé, ce serait là. D'autre part, eux imaginent que le marché US connaîtra une baisse de 16 millions, enfin aujourd'hui c'est à 16 millions d'unités, devrait baisser à 14,5 millions d'unités, du fait de la hausse de prix dont on vient parler. Donc des pertes de TVA, tu te rends compte le scénario. Et eux te disent on ne voit pas pour le moment de bon scénario. Ce qui est rigolo, c'est que ça te permet... J'avais jamais fait l'exercice de savoir le nombre de ventes qu'il y a aux États-Unis. Donc tu nous as dit 16,5 millions. C'est, pour vous ayez un repère, ouais. C'est 10 fois la France. Donc c'est pas non plus... Tu vois, la France, on n'est qu'un pays de l'Europe. On n'est pas le plus gros, mais on n'est pas le plus petit. On est parmi plutôt les plus gros. Si vous voulez un ordre d'idée, le marché du neuf allemand, le marché du neuf anglais est probablement 2 à 3 fois plus gros que le marché du neuf. Alors, si tu regardes, c'est 15 millions, on va arrondir à 15 millions. L'Europe, elle doit être autour de 15 millions. Oui, donc finalement, tu vois, en Europe, si on arrive à un moment donné où chacun vend dans sa propre région, et la Chine doit être à 25 ou 27 millions. Enfin, globalement, on s'équilibre tous, tu vois. Dernière petite news, et après, on va les choisir. Et puis, apportez-nous des correctifs si jamais vous avez d'autres chiffres et d'autres évaluations et tout ça, parce que tout le monde est en ce moment en train de regarder ce qui pourrait se passer. Leapmotor, constructeur chinois, dans lequel Stellantis avait pris, je crois, 25% du capital, dont le but est de le distribuer en Europe pour faire concurrence, notamment probablement à MG. Ils ont plusieurs modèles, donc un petit de la T03, et ils avaient prévu de finir l'assemblage caricature en Pologne pour éviter les droits de douane, pour avoir le bonus. La France les a retoqués là-dessus en disant non, il n'y aura pas de bonus, donc du coup elle ne sera plus fini. Construite en Pologne. Enfin, mais construite, c'est pas le bon mot, c'est fin d'assemblage en Pologne. Par contre, la production, ils ont sorti un petit SUV, enfin pas un SUV B10 qui lui sera vraiment produit en Espagne. Alors c'est drôle, en parlant de pièces, nous on travaille beaucoup avec Ovoco. Ouais. Il y a une start-up française qui s'appelle Merci Polo. Ouais. Voilà, facilement, on s'en souvient facilement. Merci Polo a démarré il y a une petite année. Et Merci Polo, je m'y suis intéressé, au-delà du fait que je connaisse bien son fondateur, parce qu'il apporte un service dont on a en fait tous besoin. Quand on va sur Ovoco ou d'autres qui sont des immenses joueurs et qui ont un nombre de pièces considérable, tu es seul en fait face à ta recherche. Merci Polo, tu dis j'ai besoin d'un rétroviseur gauche sur ma 911T. Lui va t'identifier à partir de ton immatriculation précisément le rétroviseur dont tu as besoin, avec les ADAS dont tu as besoin. Parce que sinon, c'est des dénominations de pièces où tu peux t'y perdre et commander la mauvaise pièce. Et à partir même d'un vocabulaire extraordinairement simple, et eux te disent, il n'y a aucun problème, on revient vers toi. Et on va te trouver toutes les pièces que tu veux. Exactement ta pièce, et on va faire ton travail de recherche qui normalement t'incombe quand tu es face à ta page d'ordinateur. Résultat, eh bien, ils ont fidélisé un nombre de clients sensationnel. Ils ont surtout 30% de femmes, ce qui est rarissime comme cliente, et ils se développent énormément. Merci Polo, allez faire un tour, regardez, et puis surtout, ils réussissent en plus parfois avoir des gains de prix jusqu'à moins 33% que d'autres. Donc et tout en prenant leur marge. Bref, gardez ça en tête. Merci Polo. Si vous recherchez justement une pièce et souvent d'occasion, eh bien, tentez le coup, regardez tout ça. Bon, maintenant on va aller... En plus, ne pas louper aujourd'hui parce qu'il y a du lourd chez Vodif. On va aller chacun choisir une voiture. Eh bien, on fonce. Et puis, il y a les clés qui sont déjà sorties. Allez. Hop. On y va. Alors. C'est encore davantage. J'imagine que Audi, ça doit être toi. Qu'est-ce que c'est beau. Ferrari, ça doit être toi. On y va. Aujourd'hui, on a en plus pas mal de chance parce qu'il y a pas mal de voitures un peu rares. 911 Speedster, GT2 RS devant toi, sport classique qu'on avait essayé sur la chaîne, qui, je pense, toi comme moi, un de nos meilleurs souvenirs. Fabuleux. McLaren 765 LT, 765 exemplaires dans le monde. Aston Martin DB11 dans une jolie config qui pourrait te plaire. James Bondienne au possible. Lamborghini SVJ. Ferrari 812 GTS. Et en fait, il y a une très belle SF90 Stradale grise.
Alors, raconte-nous, pourquoi c'est un salon de l'auto, soudainement? Chez Faudif, il y a toujours eu des belles voitures. Là, il y en a spécialement plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que maintenant, je trouve que, on vous en fait la retape, mais je trouve que c'est intelligent. Faudif, maintenant, fait du dépôt-vente. En fait, quand les voitures, la majorité des transactions sont de particulier à particulier, sauf sur le très premium. Moi-même, quand j'ai essayé de vendre ma 911, finalement, tu es obligé de passer. Obligé, c'est pas le bon mot, mais passer par un point de vente comme Faudif, parce que quand tu veux acheter une voiture, tu veux voir l'historique, tu veux être rassuré, tu veux qu'elle soit passée par un garage. Et donc, du coup... Et puis surtout, quand tu es vendeur, tu te dis m'occuper moi-même de répondre au téléphone, de recevoir les potentiels acheteurs. Quand tu roules avec une 765 LT... Tu sais pas comment le mec va conduire, sécuriser le paiement, etc. Et en fait, bon courage. Hein. L'offre qu'a développé Faudif, c'est de dire, vous avez une voiture à vendre... N'importe où vous soyez. Quelle qu'elle soit. Enfin, non, il faut que ce soit du très premium. Quel que soit votre supercar. Ouais, c'est à partir de la 911, ou que tu sois en France, parce qu'ils peuvent venir la chercher. Et donc là, ils te sécurisent tout. La vente, l'essai, le paiement. La promotion, la visibilité. Et donc, c'est plutôt... Et puis leur fichier client, évidemment. Ouais. Et à mon avis, en plus, financièrement, quand toi, tu es vendeur, c'est normal que... Il y a une marge qui soit prise, mais la marge est moins élevée que quand tu fais une reprise sèche sur une voiture et que tu vas avoir un garage pour te la reprendre. Donc toi, ça me paraît intelligent. Tous les soucis sont effacés, en gros. On choisit une voiture, tu veux quoi? Moi, elle est devant. Je suis devant. Ah, d'accord. Elle est formidable. Alors, elle n'est pas métallisée. Ok. Et d'habitude, les couleurs non métallisées, moi, me rebutent, pour tout te dire. Ok. Mais là, c'est une sorte de gris presque granitique. Je le trouve vachement beau. Un gris craie. Tu vois, mais alors, et puis comme elle n'est pas mate, elle est presque satinée. Ouais. C'est sublime. Et ça change du rouge. Écoute, je l'achèterais presque de ce coloris-là. Oui, je la trouve très élégante, en fait. Voilà, ça me plaît énormément. Coup de cœur. Le tien. On va juste regarder celle-là parce que ce serait dommage, c'est pas mon coup de cœur. Je dois vous avouer que je ne me vois pas rouler ça au quotidien, mais c'est une voiture assez rare. Il n'y a que 765 exemplaires, McLaren 765 LT. Ça vaut plus de 500 000 €. C'est une voiture. 765 comme 765 chevaux. Autrement dit, ça ne va pas très vite. Regarde l'intérieur, les sièges avec les surpiqûres un peu orange. Tout carbone, mais la finesse des coques des sièges, Vincent. C'est un véhicule. Regarde l'aileron. Simplement un tout petit matelas. Viens voir l'aileron arrière, c'est quand même une Batmobile. Tu regardes l'arrière, c'est une voiture de cartoon. J'aurais pu prendre cette DB11 qui a une configuration que je trouve très sympa. Regarde l'intérieur. En plus, tu as des petits sièges à l'arrière. Pour moi, pour ma petite fille, c'est super. Tu as le V12 qui va bien, qui chante, qui est sympa. Et en prix, je lui ai dit, c'est pas cher. Vous allez faire une Cédric Fréau. C'est pas cher, mais pour une Aston Martin, c'est le prix d'une 911. C'est le prix d'une 911, d'une belle 911 991 ou d'une petite 992. 140 000 €, c'est pas mal. Ce que je vais rester, on l'avait essayé, c'est sur mon Graal. C'est ça. Sport classique. Ça, pour moi, ça c'est mon Graal automobile à moi. Tu vois, moi je n'assume pas les voitures un peu trop exubérantes, etc. Là, tu vois, boîte méca, c'est sympa. À conduire, c'est une base de turbo qui a été un peu downgradée pour que ça soit apprivoisable. Regarde l'intérieur, la qualité de finition, la sellerie pied de poule, même sur les aérateurs. Toi qui es un fan, je me transforme en Cédric Fréau. Toi qui aimes bien les aérateurs, il y a du cuir recouvert de cuir, c'est sublime. C'est une voiture qui est tant mécaniquement qu'esthétiquement à l'extérieur et à l'intérieur. Pour moi, un énorme Graal automobile. Et la signature dorée. Exactement. Généralement, ça fait un peu... ça fait un peu rococo, voilà, mais là, ça passe. Regarde-moi, mais là, ça match super bien. Et il a un Porsche Héritage. Un dernier point, pour ceux qui se diraient il n'y a que des voitures qui valent plus de 100 000 €, il y a quand même aussi chez Faudif des Renault Clio. Non. Peut-être qu'un jour, il y aura des RS, sait-on jamais. Il y a des Q3. Ouais. Et de jolis Q3. Et des Q3 TFSI E, et qui se vendent, mais comme des petits pains. Il y a pas mal de Macan aussi. Voilà. Pourquoi ? Parce que si un jour vous souhaitez justement rouler en premium, rouler avec un SUV qui, à notre corps défendant, figure parmi les architectes automobiles que la planète souhaite, eh bien pour moins de 40 000 €, vous pouvez repartir au volant d'un très bel objet. Le Q3 dans la gamme existante, moi je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus des vrais Audi. Je l'adore. Okay. Voilà. Et à bord, certains diront oui, il n'y a peut-être pas les plus grands écrans, mais en TFSIe, il se défend.
et vous partez au volant de ces objets. Chez vos diffs, ça vaut entre 35 et 40 selon la définition. Bah, il n'y a rien à dire, quoi. T'as une super Audi. On s'arrête ici. À très vite. Vendredi, on fait... Ah, vendredi, ne loupez pas la vidéo. Ah ouais, qu'est-ce Cédric, pour la première fois, a été dur avec une voiture. Cédric, je ne t'ai pas reconnu, même moi, dans la vidéo, du coup, j'étais perdu. Puis-je dire qu'il me semble que c'est à juste titre. Voiture élue par l'association des médias... Oh, tu m'as coupé la chic dans l'essai. Par l'association des journalistes automobiles comme citadine de l'année. Suzuki Swift. Toi, Cédric Fréhour, tu remets en cause ça dans un essai. Alors, en tout cas, je fais part de remarques et d'arguments. Non pas pour, non parce que la MAM, je les aime beaucoup. Je vous embrasse. On a des copains, on a des potes, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un point de vue comme un autre. L'objectif n'est pas justement de contrer la MAM. C'est simplement de faire part le plus sincèrement, soudainement, de ce qui se passe. C'est drôle. J'en fais une blague. Vous allez voir. C'est un essai. C'est un essai qui change un peu. Je voudrais pas que certains en prennent ombrage. C'est pas du tout notre état d'esprit. Oui, plutôt très gentil et bienveillant. On s'abonne, un petit commentaire de soutien, et donc vendredi, essai de la Suzuki Swift. À très vite.